Pourquoi les pétitions, débats et promesses politiques ne changent rien à la pompe? Depuis des mois, partout en France, on voit fleurir des pétitions pour lever les sanctions énergétiques, des tribunes enflammées, des appels de partis politiques. Sur les réseaux sociaux, certains leaders comme Florian Philippot réclament haut et fort l'abandon des mesures contre la Russie, pointant l'UE du doigt comme principal responsable. Pourtant, malgré cette mobilisation, les prix du carburant et du gaz continuent d'exploser, pesant chaque jour un peu plus sur notre porte-monnaie et notre morale. Alors, à quoi servent toutes ces voix qui réclament un retour à l'énergie bon marché? Pourquoi, malgré la frustration et la colère qui montent, rien ne change concrètement? En réalité, derrière le théâtre politique français, les vraies décisions sont prises ailleurs, à Bruxelles, à Berlin, parfois même à Washington ou à Riyad. La France est aujourd'hui prise dans un système de dépendance et d'engagement juridique européen qui rendent toute action isolée non seulement difficile, mais quasiment impossible. Ignorer cette réalité, c'est risquer d'alimenter de faux espoirs, de détourner la colère vers de mauvaises cibles, et surtout, de passer à côté des vraies solutions. Pour comprendre cette impuissance, il faut d'abord replacer la crise dans son contexte européen et mondial. La crise énergétique ne vient pas de nulle part. Où la France se situe-t-elle vraiment? On imagine souvent que c'est un problème franco-français, qu'il suffirait d'une décision nationale, d'un changement de cap à Paris, pour inverser la tendance. Mais la réalité, c'est tout l'inverse. La crise actuelle est d'abord le symptôme d'un système européen et mondial bien plus vaste que nous. D'abord, il faut voir que l'Europe entière, pas seulement la France, s'est retrouvée en état de dépendance énergétique critique. À la sortie de l'hiver dernier, les réserves de gaz européennes étaient effroyablement basses. On parle de seulement 22% de remplissage dans certains pays, un record négatif. Résultat, la peur d'une pénurie, des prix qui flambent et une Europe à la merci de ses fournisseurs extérieurs. Ce malaise s'est transformé en crise aiguë avec la guerre en Ukraine. L'Union européenne, par solidarité et sous la pression internationale, a adopté des sanctions collectives contre la Russie, son principal fournisseur de gaz et de pétrole. Impossible désormais d'acheter comme avant. Les importations se sont effondrées et toute l'architecture énergétique européenne s'est retrouvée chamboulée. Pour compenser, on s'est tourné vers d'autres régions du monde, mais tout le monde fait pareil. Les pays asiatiques, comme la Chine ou l'Inde, achètent massivement, parfois à n'importe quel prix. Résultat, la compétition est féroce et les prix montent pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Le pétrole, lui aussi, est menacé par des tensions géopolitiques. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le pétrole du Moyen-Orient, connaît régulièrement des blocages et des attaques. Un incident là-bas, et c'est immédiatement des jours de retard pour les livraisons, des coûts supplémentaires et encore une pression à la hausse sur les prix mondiaux. La France ne reçoit pas son énergie dans un vide. Chaque perturbation, chaque embargo, chaque rivalité internationale se répercute directement jusqu'à la pompe ou à la facture d'électricité. Et si on oublie cette dimension internationale, on passe complètement à côté du vrai diagnostic. Penser la crise énergétique seulement à l'échelle nationale, c'est risquer de se tromper de cible et de proposer des solutions qui ne marchent pas, tout simplement parce que la France n'a pas la main sur les leviers majeurs. Mais alors, pourquoi la France ne peut-elle pas simplement lever ses propres sanctions? Pourquoi la France ne peut juridiquement pas sortir seule des sanctions? C'est une question qu'on entend partout. Et si la France décidait, juste pour elle, de mettre fin aux sanctions sur le gaz ou le pétrole russe, est-ce que ça ne ferait pas baisser les prix à la pompe et sur les factures? En réalité, cette option n'existe tout simplement pas. Les sanctions énergétiques qui frappent la Russie ne sont pas décidées à Paris, mais à Bruxelles, collectivement, dans le cadre de l'Union européenne. La France, comme tous les États membres, a accepté un principe fondamental. Sur ces questions stratégiques, la décision est commune. Pas de voie solitaire possible. L'architecture institutionnelle européenne fait primer la règle collective sur les volontés nationales, même quand la pression populaire monte, même quand le contexte devient explosif à la station-service ou sur les factures de gaz. Juridiquement, la France n'a pas le droit de lever unilatéralement les sanctions, ni de conclure seule des contrats sous embargo.
Tout État membre qui voudrait contourner cette règle s'exposerait à des sanctions européennes, à l'isolement diplomatique et à une crédibilité ruinée sur la scène internationale. Ce système a été pensé pour donner du poids à l'Europe dans les négociations mondiales, mais il a une conséquence directe. Les décisions, une fois prises, sont pratiquement irréversibles à court terme. Même si demain, un gouvernement français voulait rétablir les importations de pétrole ou de gaz russe, il ne le pourrait tout simplement pas sans l'aval de l'Union européenne. Se bercer de l'illusion qu'un simple vote ou une pétition pourrait rouvrir les vannes, c'est détourner le débat des véritables leviers d'action. Et surtout, cela affaiblit notre capacité à trouver collectivement des solutions durables à la crise. Alors, si l'action nationale est aussi limitée, qu'est-ce que ça change concrètement pour notre quotidien et notre avenir énergétique? À quoi doit-on s'attendre si rien ne change? Très concrètement, la hausse des prix du gaz, de l'électricité et des carburants risque de s'installer durablement. Ce n'est pas juste une flambée passagère. Tant que l'architecture européenne des sanctions, des dépendances et des règles collectives reste en place, il n'y a aucune porte de sortie facile à l'horizon. Et ça, ce n'est pas une question de volonté politique purement française. La France ne peut pas, juridiquement, revenir seule sur les embargos européens. Même si une majorité de Français le réclamait, la marge de manœuvre réelle est quasi nulle tant que les autres pays de l'Union restent sur la même ligne. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à la facture énergie. On voit déjà l'effet domino. Des chaînes d'approvisionnement perturbées, des entreprises qui peinent à produire ou à livrer, et inévitablement, une compétitivité européenne qui s'affaiblit face au reste du monde. L'Asie, par exemple, joue un rôle clé dans cette crise. Les marchés asiatiques sont prêts à payer plus cher, à aller plus loin pour s'approvisionner, ce qui attire vers eux une part croissante du gaz liquéfié et des pétroles disponibles. Résultat, les trajets s'allongent, les délais s'accumulent et les prix explosent encore plus en Europe. Tout ceci a des répercussions directes sur notre quotidien. L'inflation grignote le pouvoir d'achat, les prix à la pompe battent des records, et pour de nombreux foyers, il devient difficile de chauffer correctement leur logement ou de remplir le réservoir. L'inquiétude s'installe avec ce sentiment d'urgence économique, de précarité qui s'étend. Si rien ne bouge, la perte de compétitivité de la France et la précarisation des ménages vont continuer de s'aggraver. Face à cette réalité, la question cruciale devient: quelles actions sont réellement possibles pour limiter les dégâts et s'adapter à cette nouvelle donne énergétique? S'il n'y a pas de baguette magique, que peut-on faire vraiment? D'abord, il faut accepter une réalité. La crise énergétique n'est pas un problème que la France peut régler seule, même avec la meilleure volonté du monde. Les solutions passent d'abord par une politique européenne coordonnée. Impossible de changer la donne sans s'asseoir autour de la même table avec nos voisins. Cela veut dire, concrètement, renforcer la solidarité entre pays membres pour négocier ensemble, sécuriser nos approvisionnements et peser davantage sur la scène internationale. Les embargos, les choix de marché, les flux gaziers ou pétroliers sont décidés à Bruxelles, parfois sous pression mondiale, et pas à Paris. Mais s'appuyer sur l'Europe, ce n'est pas rester les bras croisés. Il faut aussi investir massivement dans les alternatives, accélérer la transition vers le renouvelable, diversifier nos sources, que ce soit l'électricité, l'hydrogène, ou même relancer certains débats sur le nucléaire. Renforcer l'efficacité énergétique, c'est réduire notre dépendance, et donc notre vulnérabilité collective. Un autre levier crucial, c'est d'informer honnêtement le public. Les discours simplistes, du genre « il suffit de rouvrir un robinet » ou « qu'on décide à Paris » ne font qu'aggraver la frustration. Expliquer clairement d'où viennent les prix, comment fonctionnent les marchés, pourquoi certaines décisions semblent imposées, c'est permettre à chacun de comprendre les vrais enjeux et de faire pression, ensemble, pour des choix cohérents au niveau européen. Car tant que la majorité reste focalisée sur de fausses solutions, les décisions structurantes continueront de nous échapper. Sans conscience collective, on ne fait que tourner en rond, et la colère s'installe. Mais alors, en résumé, que faut-il retenir et par où commencer pour agir dans la réalité de ce système? Cessez de croire aux solutions miracles nationales, exigez des réponses à la hauteur du défi européen. Ce serait confortable de penser qu'une pétition,
une manifestation, ou même un changement de gouvernement en France, pourrait à lui seul faire baisser le prix à la pompe ou garantir notre approvisionnement en gaz cet hiver. Mais la réalité, comme on l'a vu, est bien plus complexe, presque implacable. Les mécanismes énergétiques qui régissent notre quotidien sont tissés à l'échelle continentale, mondiale, et pas seulement dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On l'oublie trop souvent. La France ne décide pas seule. Nos centrales, nos stations-service, nos factures sont branchées à un système européen avec ses dépendances, ses embargos collectifs, ses marchés de gros fébriles et ses routes d'approvisionnement contraintes, parfois bloquées par des choix qui nous dépassent. Quand l'Europe sanctionne un fournisseur, c'est toute la chaîne qui s'ajuste, parfois dans la panique, presque jamais sans conséquences inattendues. Les pétitions françaises, les débats enflammés à la radio, ne changent rien à la réalité froide. Un tanker de gaz détourné par la Chine ou l'Inde, une pénurie de pétrole due à un embargo, une flambée en Asie qui fait s'envoler les prix ici aussi. Tout cela n'a pas d'autre origine que cette architecture de dépendance et de décisions prises à plusieurs, souvent dans l'urgence. Et c'est là le vrai enjeu. Rester passif, ou croire que la solution se trouve uniquement dans le débat national, c'est s'exposer à subir la crise au lieu de la choisir. Cela risque d'ancrer la crise dans la durée, de rendre nos choix politiques impuissants, voire de renforcer l'impression d'un pouvoir national bloqué, inefficace, prisonnier d'un système qu'il ne contrôle plus vraiment. La désinformation ou l'ignorance des mécanismes réels nous empêche de peser là où cela compte. À Bruxelles, dans les coopérations énergétiques, dans la redéfinition des solidarités européennes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une promesse de solution simple ou qu'on vous invitera à signer une pétition en imaginant que cela suffira, souvenez-vous. La France n'est pas une île énergétique. Nos problèmes, nos factures, nos choix de société se jouent bien au-delà de nos frontières. Exigeons un débat lucide, européen, à la hauteur du défi, au lieu de rester prisonniers d'illusions nationales. Parce qu'ignorer la réalité, c'est risquer de s'y heurter encore plus violemment demain.